Bonjour à tous, bonjour YouTube, je m'appelle Baptiste, je suis développeur mobile pour Android et aujourd'hui j'aimerais bien vous faire part de mon avis à propos de Jetpack Compose. Je vais aborder ce sujet en 4 parties. Qu'est-ce que Jetpack Compose? Pourquoi l'utiliser? Pourquoi ne pas l'utiliser? Et enfin, mon avis perso par rapport à ce que je peux faire, aussi bien pour moi ou pour le boulot. Allez, c'est parti! Bon alors, par où commencer pour expliquer ce qu'est Jetpack Compose? Eh bien, pourquoi pas démarrer en allant voir directement sur le site de Google pour en savoir plus. Compose est un nouvel outil Android pour développer et concevoir des interfaces natives. Il simplifie et accélère le développement d'interfaces. Ok, c'est bien beau, on va regarder l'exemple, ce sera certainement plus parlant pour nous en tant que développeurs. Ici, on a un composant déclaré directement en Kotlin sans passer par un fichier XML. Il contient un état, une colonne, une image et un texte animal. Cela s'appelle du déclarative UI comparé à ce qu'on avait précédemment avec du fichier XML de l'impérative UI. Et c'est là le gros changement que Compose propose. On va pouvoir déclarer son interface en fonction d'un état. Si l'état change, l'interface va être rebuildée. On va dire ici recomposée. Depuis juillet 2020, Google n'a cessé de travailler sur les librairies de ce framework afin de fournir à la communauté de développeurs des versions stables et utilisables. Certaines librairies ont été mises à jour mensuellement et depuis juillet dernier, juillet 2021, la version 1.0 est disponible, la version stable. Et qui dit stable dit utilisable normalement en production. Alors pourquoi aujourd'hui en 2022 choisir Jetpack Compose plutôt que les outils historiques XML pour créer son projet? Eh bien je vais vous donner 5 bonnes raisons. 1. Le déclarative UI est assez facile à prendre en main. Jusqu'alors on définissait nos vues de façon impérative. On avait notre bon gros fichier XML, ensuite on récupérait nos widgets, notre contenu, et on mettait tout ça à jour. Il fallait faire beaucoup de find view by ID et c'était un petit peu répétitif. Même si certains outils comme les Kotlin Synthetics, le view binding ou le data binding simplifiaient ce processus. Compose réduit pas mal la charge de choses à faire. Même si on va avoir toujours un bon niveau de complexité, ça va être un peu mieux découpé parce qu'on va découper notre interface en plusieurs composants, les uns imbriqués dans les autres. Grosso modo, ça va être un peu mieux ciblé parce qu'on va utiliser des états pour afficher nos vues. Et pour la petite histoire, il y a aussi d'autres technos comme Flutter ou SwiftUI qui font du déclaratif. Donc c'est vraiment la nouvelle vague, le nouveau trend. Deuxième argument, c'est la fin des Recycler View. Oui, c'est la fin des Recycler View, vous avez bien entendu. C'est un argument de choc qui, moi, me fait dresser les poils. Aujourd'hui, quand on veut faire des listes en XML, c'est un peu la galère. On se traîne le Recycler View, les adapteurs, les viewholders, les listeners, les fichiers XML, ça commence à faire pas mal. Tout ça juste pour des vues qui parfois sont cliquables ou pas forcément. En Compose, il y a un outil pour ça, ça s'appelle les Lazy Columns. Il y a aussi les Lazy Grid, Lazy Vertical Grid et aussi les Lazy Row. Je vous mets un exemple pour que vous voyez à quel point c'est hallucinant de facilité d'utilisation. On gagne en simplicité, en lisibilité et en quantité de code. On va utiliser un composant lazy, par exemple une lazy colonne, et pour chaque élément de notre liste, on va pouvoir utiliser un composant pour effectuer son rendu. J'ai eu l'occasion de voir un talk au Android Maker cette année et ça a achevé de me convaincre là-dessus. Troisième argument, la navigation. La navigation en Compose est plutôt bien fichue. Terminer les fragments, on va les remplacer par des... par des composants à nouveau. Le graphe de navigation aussi est supprimé. Il est remplacé par un navhost, un composant Jetpack de Google. On continue d'utiliser notre navcontroller et on va pouvoir définir nos routes, utiliser des arguments, du deep link et intégrer tout ça dans les composants qu'on a l'habitude comme le bottom navbar ou le navigation rail. C'est simple et là encore on va gagner en quantité de code. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Finito les fragments. Finito. Même si en vrai on va pouvoir continuer de les utiliser et potentiellement dire bonjour à la single activity. Un point cool qui est parfois une des lacunes des apps Android, ce sont les animations.
C'est vrai, les apps Android souffrent d'un manque majeur d'animation. Pour la simple raison que ça a toujours été un petit peu la galère à implémenter. Les outils ont évolué, les compatibilités n'étaient pas forcément au rendez-vous, et c'était parfois un peu difficile de s'y retrouver. Côté Compose par contre, il y a plusieurs fonctions qui permettent de faire des petits mouvements sympas, des petites animations, des petites transitions, des apparitions ou des disparitions assez simples mais plutôt cool. Le plus pratique, c'est la fonction Animated Visibility couplée à un state, un état. Quand le state change, le framework va gérer tout seul la visibilité et donc faire apparaître ou disparaître avec une animation. Cela ne change pas le comportement de l'app, ni les fonctionnalités, mais ça ajoute un petit plus. Et ce petit plus va plaire à l'utilisateur, et nous ce qu'on veut, au final, c'est que l'utilisateur soit satisfait pour qu'il continue d'utiliser notre application. 5e point, et pas des moindres, l'interopérabilité. Et croyez-moi ou non, il m'a fallu qu'une seule prise pour pouvoir le dire correctement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de ne pas avoir à passer toute votre app en Compose pour pouvoir commencer à utiliser ce framework. Il va être possible d'utiliser en XML un widget qui s'appelle Compose View afin de pouvoir commencer à créer des vues en Compose alors que vous avez aussi du contenu en XML. Je vous explique. Vous avez une app, qu'elle soit sur le Play Store ou pas, que ce soit uniquement vous qui l'utilisiez ou beaucoup de monde, elle est déjà utilisée et vous avez déjà votre codebase. Est-ce que vous avez vraiment envie de repasser 4 mois à tout refactorer pour faire votre application en Compose et de devoir tout retester en priant à la fin que tout fonctionne comme initialement? Je suis pas sûr. Eh bien, allez-y doucement en commençant par passer des petits morceaux en Compose, puis des moyens, des plus gros, etc. jusqu'au moment où il n'y aura plus que les fragments à retirer, la navigation à refaire pour que vous puissiez vous dire « Ok, maintenant, toute mon app est en Compose ». C'est possible dans ce sens-là, mais c'est aussi possible dans le sens inverse, en utilisant des Android View Binding afin de mettre du XML dans vos composables. Oui, c'est une petite gymnastique, mais ça permet au moins de faire la transition petit à petit. Et quand on a une application en production, généralement on préfère y aller doucement pour faire des modifications d'interface assez conséquentes, notamment celle-ci. Alright, ça c'était quelques points forts. Mais posons-nous la question aussi de savoir pourquoi ne pas utiliser Compose. Premier point, la mise en place peut être assez périlleuse. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, installer Compose sur un projet n'est pas si simple que ça. Il peut y avoir beaucoup de dépendances à utiliser avec des versions qui évoluent assez vite. Beaucoup d'alpha, de bêta, même si, en effet, il y a des versions qui sont stables. Vous l'avez vu avec les versions de la librairie Compose Foundation, Google va vite pour publier des alphas, des bêtas et des releases. D'une version à l'autre, en alpha ou bêta, il peut y avoir quelques bugs, des modifications à faire parce que le code ne fonctionne plus, et c'est normal, on est en alpha et en bêta, c'est presque obligé. Donc je comprends que ça puisse en rebuter quelques-uns qui n'ont pas encore franchi le pas de passer à Compose. C'est donc un des points noirs. Et même s'il est stable, on va potentiellement commencer à utiliser des versions alpha ou bêta pour essayer de faire les migrations assez vite. Et on va aussi devoir avoir certaines versions de Kotlin ou de Gradle. Second point, les composants pour Material 3, alias Material View. Ah oui, quand je dis Material 3 ou M3, c'est Material View, et quand je dis Material Component, c'est la version précédente. Je crois que c'est Material 2. Je suis pas sûr. Material View, c'est le dernier design system de Google présenté avec Android 12. Et pour que nous, les développeurs, puissions l'utiliser avec sérénité, il faudrait qu'il puisse couvrir au moins exactement ce que Material 2 couvrait en termes de composants. Et c'est pas le cas, parce que ça fait maintenant 7 mois que la librairie Material 3 est toujours en alpha, alors que la librairie Material 2, elle est release, donc utilisable. Ça veut donc dire que tous les composants Material 2 ne sont pas réutilisables entièrement en Material 3. Donc notre cœur balance un petit peu. Alors je veux bien utiliser tous les outils Google stables que Compose offre, mais si dans quelques mois je dois passer tous mes composables M2 en M3, alors que M3 est censé être la norme aujourd'hui, je vais avoir l'impression de faire du travail en double, alors que je ne devrais pas. Alors oui, Compose est utilisable avec Material Component, M2,
mais pas totalement avec Material View M3. Autre point, le Preview Mode qui peut être un peu long. Google met en avant l'outil du Preview, donc de prévisualisation des composants dans l'IDE. Bon, c'est cool, mais on avait déjà ça avec les fichiers XML. Jusque-là, pas trop de changements. Il y a tout de même une fonctionnalité qui permet de les rendre interactifs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le composable dans l'IDE afin de pouvoir tester quand on clique ou quand on écrit quelque chose dans un text field par exemple. Mais ça marche pas toujours aussi bien que dans les exemples. On nous vend un peu du rêve. L'outil est un peu lagué et justement on ne peut pas l'utiliser avec tous les composables. Et surtout, il faut régulièrement rebuilder le projet pour que le composable soit à jour par rapport à nos modèles par exemple ou à nos états. Et rebuilder avec Android Studio, on sait que c'est quand même un petit peu coûteux. Mention spéciale, ils ont présenté cette année à la Google I/O des outils permettant d'améliorer les previews, les prévisualisations. Donc c'est qu'ils y travaillent d'arrache-pied. En attendant, c'est pas totalement nickel, même si c'est utilisable. Dernier point que j'aimerais bien soulever, et qui pourrait en freiner quelques-uns, avec Compose, il va falloir encore réapprendre pas mal de nouvelles choses. Alors moi perso, je trouve ça cool, j'aime bien apprendre et il faut savoir se mettre à jour. Mais dans la pratique, ça veut dire qu'il va falloir passer du temps pour monter en compétence dessus. Et quand on est au travail, en plein développement sur un projet, le temps c'est quelque chose qui est assez crucial et on a parfois du mal à en avoir ou à en demander. Vous connaissez l'adage, le temps c'est de l'argent. Après, en tant que développeur, c'est primordial de monter en compétence sur les nouveaux outils. On en rigole avec les collègues en disant que Google aime bien nous pondre des nouvelles librairies ou des nouveaux formats ou des nouveaux standards tous les 6 mois et qu'en attendant, c'est à nous de trouver du temps pour nous mettre à jour. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on fait de Compose? Si je fais une vidéo, c'est que j'ai un parti pris. Moi, je trouve que cette techno est cool, utile et stable. Et stable, c'est presque le plus important. Une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de repasser sur des vues XML classiques. C'est le fameux Simona Effect. Mais pour le moment, les projets actuels sont généralement encore en XML. Donc il faut jauger correctement pour savoir quand introduire Compose dessus. Ce n'est pas requis, mais attention parce que Google investit énormément dessus, autant d'un point de vue technologique que communication, et il y a fort à parier que le XML sera déprécié dans quelques temps et est voué à disparaître. Pour faire un petit comparatif, cela me fait penser au moment où le Kotlin est arrivé et a progressivement remplacé le Java en tant que langage principal pour Android. Petit à petit, toute la doc a évolué et maintenant on voit presque plus que du Kotlin. À mon avis, ça va être la même chose avec Compose. Mon conseil est donc d'essayer d'introduire Compose petit à petit sur des projets qui ont une durée de vie qui est encore bonne, moyen ou long terme. Et pour vos nouveaux projets, il faut simplement se poser la question de savoir si tout est réuni dans Compose pour faire vos interfaces. Généralement, cela sera le cas, mais il peut toujours y avoir des petites spécificités sur chaque projet, ou avec les équipes dans lesquelles vous travaillez, ou simplement les librairies que vous utilisez. Dans mes prochaines vidéos, je vais introduire Compose sur le projet que je suis en train de développer. On va parler composable, timing, navigation et surtout les listes avec les lazy columns par exemple. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Dans tous les cas, c'est toujours bon d'apprendre de nouvelles choses. C'est notre rôle en tant que développeur d'apprendre de nouvelles librairies, de nouveaux langages, de nouveaux outils ou de nouveaux frameworks. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet Compose. Pour terminer, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. C'était Baptiste, bon codage!